Bonjour et bienvenue dans cet hebdo de la semaine. Une semaine bien évidemment marquée par le mouvement de grogne des agriculteurs. Mardi, ils sont venus des 4 coins du département pour se rassembler devant la préfecture de La Roche-sur-Yon suite à un appel de la Confédération paysanne. Mathis Pires se trouvait avec eux. Ils étaient 1000 tracteurs stationnés sur tout le Pentagone de La Roche-sur-Yon avant de rejoindre le cœur de la manifestation en face de la préfecture. Pour certains venus des 4 coins de la Vendée, ils se sont levés très tôt ce matin. Une mobilisation justement qualifiée d'historique par le représentant des jeunes agriculteurs présents aujourd'hui. Le président de la FDSEA 85, le représentant des jeunes agriculteurs et le préfet ont pris la parole à tour de rôle et si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes, ils ne lâcheront rien, ont-ils indiqué, avant de rajouter qu'ils attendent des réponses claires pour toutes les agricultures et tous les territoires. Le Premier ministre, justement, doit s'exprimer demain à ce propos. Son discours sera décrypté par les syndicats majoritaires et la suite de la mobilisation dépendra des annonces. La suite, ça va être d'attendre demain les annonces du gouvernement et du Premier ministre ou du ministre de l'Agriculture, d'en faire l'analyse et puis simplement de voir si elles sont satisfaisantes. Et si elles ne le sont pas, je pense qu'il faudra qu'on durcisse, comme je vous disais, et peut-être pourquoi pas un mouvement plutôt régional. Vous allez monter à Paris ? Pour le moment, on laisse Paris entre guillemets au bassin parisien, c'est eux qui sont le plus efficaces et le plus proche. C'est une idée que forcément on a en tête, on n'espère pas en arriver jusque-là, mais s'il faut, on ira. Le rendez-vous d'aujourd'hui était donc primordial pour faire entendre les revendications. Les agriculteurs vendéens attendent une réponse du Premier ministre en accord avec les problématiques régionales. Et le mouvement a démarré crescendo, pacifique au début avec des opérations de péage ouvert. Il a pris de plus en plus d'ampleur avec, vous pouvez le voir sur ces images, des blocages divers, des opérations escargots sur autoroute, des filtrages devant les usines ou encore des actions dans les hypermarchés. La Vendée est le département le moins touché de France par la pauvreté. Il n'en reste pas moins que près de 63 000 personnes sont en situation de pauvreté monétaire et parmi elles 17 000 enfants. Cette étude de l'INSEE publiée au mois d'octobre a été présentée à l'équipe de la Banque alimentaire de Vendée. Je me suis entretenue avec une des responsables de cette étude. Et je me trouve à la Chambre des métiers de La Roche-sur-Yon où vient de se dérouler une conférence portant sur le panorama de la pauvreté en Vendée. Pour l'animer, c'est Amandine Rodriguez, chef adjointe du service études et diffusion à l'INSEE Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà finalement comment est-ce qu'on définit la pauvreté ? Alors la pauvreté, c'est pas si facile que ça à définir parce que c'est quand même un phénomène complexe. La mesure qu'on utilise le plus souvent, c'est la pauvreté monétaire, c'est le fait d'être plus pauvre que la majorité des individus. Donc ça, c'est la notion qu'on développe le plus. Après, vous avez aussi la pauvreté institutionnelle, le fait de percevoir un minima social. Et la dernière façon de mesurer, c'est la pauvreté en conditions de vie, donc le fait de subir des privations, en fait, de subir plusieurs privations, comme ne pas avoir de voiture à soi, ne pas pouvoir remplacer ses vêtements usés ou ne pas pouvoir recevoir ses amis au moins une fois par mois. Des choses de ce genre-là. Ces différentes formes se recoupent, mais partiellement. D'accord. Et est-ce qu'en Vendée, du coup, on est plus pauvre qu'ailleurs en France ? Alors en fait, la Vendée, c'est le département le moins pauvre de France, puisqu'on a un taux de pauvreté de 8,9%, quand la moyenne nationale est à 14,4%. Et donc la différence est énorme. Oui, la différence est énorme. Toutefois, il faut relativiser parce que ce 8,9% de taux de pauvreté, ça veut dire qu'il y a 63 000 personnes en situation de pauvreté en Vendée, dont 17 000 enfants. Est-ce qu'il y a des types de profils qui se dégagent particulièrement ? Alors oui, dans notre étude, on a dégagé 6 groupes, 6 profils. Les retraités, les personnes qui sont insérées dans l'emploi, tout un tas de profils sur des personnes non insérées dans l'emploi, à vrai dire 4 profils, les moins de 30 ans, les locataires du parc privé, les locataires du parc social et les propriétaires. Donc tous ceux-là sont non insérés dans l'emploi. La majorité, c'est les retraités. Alors, les retraités, oui, sont très présents en Vendée. 37% des personnes pauvres en Vendée sont des retraités. Une dernière question. Quel recul est-ce qu'on a sur ces dernières années ? Est-ce qu'on est de plus en plus pauvre ici ou au contraire ? Alors, en France, depuis le début des années 70, la pauvreté a nettement reculé. Malgré tout, sur les dernières années, on a un niveau de pauvreté qui est plus élevé que ce qu'il était au milieu des années 2000.
Deux nouvelles communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Il s'agit de Château-Guibert et Mortagne-sur-Sèvre. L'arrêté interministériel du 19 janvier les désigne comme victimes du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. Les personnes concernées ont 30 jours ouvrés à partir du 30 janvier pour se présenter à leur assureur. L'enquête du comité qu'elle préside bouscule le monde du sport. La députée vendéenne Béatrice Bellamy a rendu public son rapport qui dénonce les défaillances dans le milieu. Paru le 23 janvier dernier, il est le fruit de 6 mois de travail. Alexandre Lenaour l'a rencontré lundi. Voici un extrait de cet entretien. C'était l'un de vos objectifs dans ce rapport, vous l'écrivez dans l'avant-propos. Notre premier objectif, c'est de dresser un constat 4 ans après justement ce début de libération de la parole. Quel est donc le constat aujourd'hui ? Cette omerta, ce silence dont on parle, eh bien, il a été connu dans les années 2000 et encore plus 2020, comme je l'expliquais, mais il est encore présent, on n'en parle pas. Pourquoi ? C'est parce que bien souvent les témoignages, on les fait à l'intérieur du mouvement sportif, au sein de son association, de son club et de sa fédération. Et puis quand on peut avoir quelques pressions extérieures, eh bien, il y a l'appréhension aussi des représailles. Représailles quand on est sportif, et particulièrement sportif de haut niveau, et puis représailles aussi quand on a vu des choses et qu'on a entendu des choses, parce qu'on peut être aussi salarié. Donc je ne veux pas bien sûr généraliser, mais il faut savoir que ça existe. Et donc il faut continuer, en sachant aussi que ce rapport, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de le faire vivre. Je souhaite organiser une soirée ici à La Roche-sur-Yon pour le présenter. On invitera bien sûr le mouvement vendéen. Il ne faut pas seulement que ce rapport il serve à en remplir une étagère ou une bibliothèque. Il faut absolument qu'il soit connu. Je vous assure que 6 mois de travail, c'est intense. Un entretien à retrouver en intégralité, en replay sur notre site internet dans l'émission 85 Chrono. Focus à présent sur la protection civile de Vendée. Cette association possède 19 antennes départementales et 604 bénévoles. Elle met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la protection des populations. Les bénévoles peuvent intervenir lors de gros événements, sur des catastrophes naturelles ou des guerres. Hier, ils ont présenté leur plan 2024-2026 à La Roche-sur-Yon, une période qui s'annonce pleine de défis. Alix Lanos nous en dit plus. Aider, secourir, former, c'est le cœur de métier des 604 bénévoles de la protection civile. Première association agréée de sécurité civile sur le département, ces missions s'intensifient depuis quelques années avec un élargissement des activités. Lors du Covid, il y a eu les centres de vaccination qui ont été mis en place. Pour la guerre en Ukraine, il y a eu des envois massifs et des colis qui ont été préparés par nos secouristes, mais aussi dans les missions de soutien à la population. On pourrait vous citer comme exemple l'été dernier, les feux au Sable d'Olonne. Il faut évacuer un quartier, un camping. On vient aider, prendre en charge. On monte un centre d'hébergement d'urgence. Voilà, on est en capacité d'assumer toutes ces missions-là. Par exemple, lors des tempêtes cet hiver, on peut intervenir pour des missions de pompage, tronçonnage, etc. Pour la protection civile, il faut aujourd'hui s'adapter à l'évolution de l'association et de la société. Elle doit repenser son modèle économique et répondre à de nouveaux défis. On a établi effectivement notre projet d'association 2024-2026 avec 4 grands défis. Donc favoriser l'engagement bénévole dans la continuité, la diversité des missions, mais également organiser notre réponse opérationnelle avec justement cette diversité de missions et l'adaptation pour pouvoir mieux répondre aux besoins du moment. Comment aussi pérenniser notre modèle économique, parce qu'on a une évolution et on doit s'adapter par rapport aux acquisitions de matériel qu'on doit faire. Et puis continuer cette formation avec le continuum des gestes qui sauvent. Enjeu majeur pour la protection civile, recruter et former de nouveaux bénévoles qui pourront intégrer les équipes qui seront particulièrement sollicitées en cette année olympique et de Vendée Globe. Le pari est ambitieux, former 100% de ses habitants aux gestes de premier secours. La ville des Sables-d'Olonne a lancé son opération Le Pouvoir Sablais au mois d'octobre. Après une opération coup de poing destinée au grand public, les sauveteurs s'occupent maintenant des scolaires. Nos caméras se sont glissées à l'école maternelle René Guicadou pour constater que la prévention commence dès tout petit.
Oh bah oui, hein, t'es forte, hein. Vas-y. Mouche et Nounours lui prodiguaient de petits soins, appliquer des glaçons sur une bosse jusqu'à apprendre à désobstruer ses voies respiratoires. Au Sable d'Olonne, les formations au sauvetage démarrent dès la maternelle. Commencer le plus tôt possible, c'est le mieux, puisqu'ils vont avoir les bases tout petits et petit à petit, on augmente les gestes de secours. On leur apprend essentiellement à appeler les adultes. Et puis les plus grands, on va pouvoir insister un petit peu plus sur le 18. L'opération Pouvoir Sablé, qui vise en 1 heure à former au sauvetage cardiaque l'ensemble des concitoyens de la ville, a démarré au mois d'octobre, avec 10 jours en continu sous un chapiteau place de la Liberté. Autour maintenant des scolaires, toujours avec la participation de la Protection civile, de la Croix-Rouge, de la SNSM et de la Fédération française de la cardiologie. On est parti d'environ 9000 sablés qui a été formés, 20%. On a formé 3280 sous le chapiteau, donc on était à 12 000. Là, avec les scolaires, on va arriver à 15 000. On a 45 000 habitants sur la ville des Sables d'Olonne. On peut considérer qu'on a environ 35 000 personnes à former, entre les enfants de 0 à 3 ans qu'on ne va pas former et les personnes qui sont en situation très âgées, qui ne sont pas capables, parce qu'on ira aussi dans les résidences seniors voir les EHPAD sous un format différent. Donc on avance petit à petit pour arriver à 40-50% et pourquoi pas arriver à 100% qui est l'objectif final. L'initiative est complètement unique en France. D'autres villes, notamment Cannes, l'observeraient de près. En matière de prévention, la France a beaucoup de retard sur d'autres pays. On sait qu'il y a environ 5% de taux de survie sur un arrêt cardiaque en France, parce qu'il y a un taux de formation qui est très faible. Sur des pays du Nord où on a environ 80 à 100% des gens formés, on est plutôt à 40-45% de taux de survie. Donc est-ce qu'on a l'ambition d'aller mesurer l'évolution du taux de survie ? Clairement pas. C'est pas une étude médicale, mais pour le coup, on sait que plus on forme de gens, plus on aura des résultats et plus on a des chances d'intervenir. Et on veut dédramatiser cette prise en charge. On veut que tout le monde soit réuni dans une grande communauté de super sauveteurs sablés. Muni de son super pouvoir, chaque nouveau sauveteur est invité à s'inscrire sur l'application Sauve Life. Voilà, et l'ensemble des scolaires devraient être formés d'ici cet été. Le pouvoir sablé va s'attaquer ensuite aux associations et aux entreprises. Continuons de parler des secours. Le SDIS de Vendée a renouvelé son partenariat avec la CASDEN, l'ASEF et la Banque Populaire Grand Ouest. Cette convention leur permet de disposer d'un don de 400 peluches Pompi pour l'approvisionnement des véhicules de secours et d'assistance aux victimes du département. Ce petit ours est remis aux jeunes victimes par les sapeurs-pompiers. Il rassure, réconforte l'enfant et lui permet aussi de montrer au secours où il a mal. Il fait désormais partie intégrante du matériel à embarquer lors des interventions. Pompi a la vertu de ramener le sourire sur des situations qui peuvent être dramatiques ou quelquefois un peu plus légères. Mais en tout cas, c'est un vrai plus pour nos sapeurs-pompiers quand ils prennent en charge une petite victime. Et on se rend compte de toute la plus-value que ça amène. Et aujourd'hui, c'est devenu un incontournable pour nos sapeurs-pompiers quand ils vont porter secours à des jeunes enfants. Et si vous craquez pour la petite peluche Pompi, sachez qu'il est aussi possible de parrainer une de ces peluches. Pour l'achat d'un exemplaire, un second sera remis aux sapeurs-pompiers de Vendée. Ça y est, le festival de poupées dévoile enfin l'intégralité de sa programmation. Alors certains noms étaient déjà connus, comme Toto, qui a affiché complet seulement quelques minutes après la mise en vente des billets. Eh bien, nous avons appris cette semaine la présence, entre autres, de Pascal Obispo, M. Pokora, Grand Corps Malade, Nada Surf, Matmata, Simple Mind, Zao de Sagazan ou encore Oshi et Calogero. Il est bien sûr impossible de tous les citer, mais à noter aussi une nouveauté, l'ouverture le 26 juin du festival avec un spectacle de magie par Éric Antoine. L'ouverture de la billetterie pour l'ensemble des billets se fera le 21 février à 10h et je parie qu'il va y avoir du monde. C'est la fin de cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Retour de l'actu samedi à partir de 7h. Bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.